Merci Samuel pour cette invitation. Alors je sais que d'autres académiques ou d'autres qui font des testings sont aussi présents ici. Effectivement, je vais vous rappeler quelques points de l'histoire sur les testings menés en France. Effectivement, le terrain avait été défriché par Samuel Thomas, il l'a rappelé tout à l'heure, en faisant reconnaître la validité du testing. Et puis par la suite, d'ailleurs, ce sera introduit dans la loi de 2006. Je voudrais revenir un instant sur ce qu'on a pu faire. Je veux dire, mon équipe à l'Université Paris 1, ce que nous avons fait en 2004 et 2005, lorsque on a lancé une vague de testing, avec l'aide effectivement de Frédéric Girard, qui était chez Adia à ce moment-là et qui a eu l'idée assez rare, un peu iconoclaste à l'époque, de lancer son entreprise, qui pourtant a des clients qui sont les entreprises, dans le fait de tout simplement montrer qu'il y avait des discriminations de grande ampleur sur toute une série de sujets. Alors, je voudrais juste vous dire à quoi ça sert. Il s'agissait d'une opération de testing qui est tout à fait au fond similaire à ce qui se fait couramment depuis et que le gouvernement d'ailleurs diligente et veut poursuivre avec la loi Ferracci. C'est tout simplement que vous prenez toute une série d'entreprises et puis vous regardez simplement vous mesurez le niveau des discriminations à un moment donné. Alors, ça, c'est tout à fait classique. On va parler d'approche statistique. Ce qu'il faut rappeler, c'est que dès cette époque, ça peut servir, par exemple, à signaler ce que vous voyez, par exemple, des annonces qui peuvent être discriminantes. Et là aussi, c'est donc très facile parce que vous pouvez apporter la preuve du coup de l'intention de discriminer. Là aussi, Samuel Thomas a agi et la Cour de cassation l'a reconnu dans l'affaire Adecco. En fait, donc on l'avait déjà montré en 2004 puisque quand on avait fait un test à l'époque, il y avait à peu près 20% des annonces qui, par exemple, sur le critère de l'âge, mentionnaient explicitement un âge. Donc on pouvait déjà faire ça. Nous n'avions pas à l'époque donner les noms d'entreprises, on ne le faisait pas, on ne faisait pas du name and shame, ce n'était pas l'objectif, et je n'ai jamais saisi, sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale, j'aurais pu signaler des faits de discrimination qu'on observait, mais ce n'est pas ce qu'on faisait, et de manière générale, dans toutes les approches statistiques des universitaires, ça n'est jamais couplé à des actions judiciaires en aucune manière. Alors évidemment, à l'heure actuelle, un point que je voudrais vous signaler, c'est que les pouvoirs publics considèrent qu'on va donner les noms d'entreprises et effectivement, avec Louis Schweitzer, on avait commencé à le faire. Évidemment, ça a été compliqué. Comme on le sait, les entreprises n'apprécient pas, mais ça reposait sur l'idée que nommer les noms des entreprises après un test de nature statistique était susceptible d'être un moyen de lutte contre les discriminations. C'est bien l'idée de Ferracci ou du gouvernement, au motif que ça fonctionnerait, donner le nom d'une entreprise allait l'amener à modifier ses pratiques. Alors là, je dois dire que autant pendant un certain temps, on a pensé que peut-être ça pouvait être efficace. Je dois dire qu'on a les plus grands doutes maintenant parce qu'on a justement un groupe qui, 3 fois de suite, a été testé par les pouvoirs publics, 2 fois par le gouvernement, 1 fois par la HALD. On peut le nommer, c'est le groupe Accor. Et 3 fois de suite, il s'est avéré que la même entreprise paraissait discriminée sur le critère de l'origine. En tous les cas, statistiquement, c'était assez évident. Et donc, ce qui est frappant, c'est que, vous voyez, même quand vous signalez plusieurs fois une entreprise, ça ne paraît pas avoir d'effet. J'ajoute qu'après, continuons sur cet exemple, lorsque on vient ensuite, et c'est ce qu'on trouve dans la proposition de loi, lorsque ensuite, sur la base de ce name and shame, éventuellement, vous dites à une entreprise, ah ben écoutez, élaborez un plan d'action, c'est ce qu'on trouve dans la proposition de loi, il faut améliorer ce qui est assez classique au fond, de la sensibilisation, etc. Là aussi, c'est, enfin, ça paraît assez inefficace en réalité. Il y a des études scientifiques d'ailleurs qui le montrent. Et une fois de plus, dans le cas du groupe Accor, ça n'est pas opérant. Donc, je crois que ça c'est le premier point. Alors, je voudrais dire aussi que sur la diffusion ensuite, à quoi servait le premier testing qu'on avait fait et pourquoi maintenant multiplier les testings
n'est plus forcément, je parle des testings sur des ensembles d'entreprises, n'est plus forcément aussi pertinent. Quand on le fait à l'époque, une fois de plus, avec l'aide du groupe ADIA, euh, il s'agit de faire en sorte qu'on sorte du déni. Il n'y a pas à l'époque une acceptation par tous de l'ampleur des discriminations. Donc c'est très important. Je rappelle que la HALT sera seulement créée en 2005. Donc on est à un moment où c'est très important, si vous voulez, de montrer, de démontrer qu'il y a effectivement des problèmes, ils sont importants, etc. C'est aujourd'hui, est-ce que nous avons un besoin de connaissances sur le sujet? Je voudrais dire que la réponse est non pour l'essentiel des cas. Comme c'était rappelé tout à l'heure, la seule chose qui est utile, c'est de savoir si depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, on a progressé ou on n'a pas progressé sur la discrimination en raison des origines, par exemple. Mais ça, on peut le faire. Mais si vous voulez, on ne découvre pas l'existence de discrimination liée aux origines. Par contre, là où on manque de travaux, malheureusement depuis des années, qui est le vrai sujet le plus important, et là scientifiquement il y a vraiment un effort à produire, c'est quels sont les bons outils de lutte contre les discriminations. Et vous voyez, dans la discussion qu'on a, et Samuel Thomas le rappelait encore tout à l'heure, par exemple, les questions qui sont importantes, c'est est-ce que quel est le problème principal, si vous voulez, est-ce que l'action devant les tribunaux est entravée, pas entravée? Est-ce qu'elle peut être efficace, pas efficace? Faire changer les comportements des entreprises? Comme je le disais, est-ce que le name and shame, ça marche ou ça ne marche pas? Mais je vais prendre un autre exemple, parce que je ne veux pas être trop long, je sais que le temps avance. Lorsqu'on a fait nos opérations de testing en 2004-2005, il en est résulté, et avec d'ailleurs SOS Racisme, on avait agi en ce sens, nous pensions qu'il fallait anonymer les candidatures. Je vous rappelle qu'une loi avait été votée, d'ailleurs de façon très transverse du point de vue partisan, en 2006. Elle n'a jamais été mise en œuvre, comme on le sait, a fini par être abrogée, lorsque d'ailleurs SOS Racisme a fait remarquer et a obtenu que le Conseil d'État dise il faudrait peut-être quand même songer à mettre en œuvre la loi. Le texte est abrogé, et au lieu d'avoir un texte qui anonyme les candidatures et donc qui empêche les employeurs de discriminer sur la base du nom dans un CV ou d'une photo, eh bien à la place, le gouvernement décide de se lancer dans des opérations de testing. Donc les opérations de testing servent en fait de, comment dire, on se paradoxe assez incroyable qui est qu'ils vont montrer année après année qu'on discrimine sur la base d'une information sur un CV, dans une candidature, par exemple le nom et le prénom, alors même qu'on pourrait supprimer pour toutes les grandes entreprises très facilement cette discrimination uniquement en anonymant les CV. Et donc, si vous voulez, dès le début, on sait, dès 2004-2005, on sait qu'une solution au problème majeur, c'est bien sûr d'anonymer. Donc, c'est ce qu'on a fait, ça a été détricoté par la suite, mais je voudrais dire que du coup, faire des testings à fin statistique, c'est vrai que c'est utile, mais c'est peut-être pas sur ça que l'effort principal doit porter. Pour finir sur ce point, vous voyez, quand je vais vous donner un exemple. Savez-vous qu'il y a eu une seule étude commandée par les pouvoirs publics, une commande, sur l'efficacité du CV anonyme? Cette étude est la seule dans le monde qui a montré que anonymer les candidatures n'était pas efficace, mais tout le monde sait, un enfant de 5 ans peut constater que l'étude a été mal faite. En fait, on a juste prévenu les employeurs avant qu'on faisait le test. Bon, enfin, le truc est complètement absurde. Je voudrais dire ici que cette étude, la seule en France, publiée par des économistes, à laquelle on se réfère constamment, a simplement aurait montré que les employeurs avaient une préférence pour les personnes issues de l'immigration, qu'ils donnaient 4 fois plus de chances à ce type de CV, qu'ils étaient extrêmement bienveillants et que tout allait très bien. Alors, si on nous explique que les employeurs font de la discrimination positive tous les jours et adorent les personnes qui portent des noms et prénoms signalant une origine étrangère, c'est génial, mais c'est pas ce que nous observons tous les jours dans nos tests. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est dramatique. On ne dépense, les pouvoirs publics ne veulent surtout pas qu'on avance vers les vraies solutions aux discriminations ou les bonnes techniques, les bons outils, et se bornent à multiplier, au fond, à
dois le dire avec le fait que beaucoup de chercheurs trouvent ça très bien, mais multiplier les tests, c'est pas forcément ce qui fait avancer le sujet. Donc, les efforts devraient porter sur les bonnes techniques. Et je m'arrêterai juste pour vous dire que donc, il y a par exemple, nous, on travaille beaucoup sur ça actuellement. Il faut aussi savoir que le problème auquel on est confronté de plus en plus dans le monde entier, sur les discriminations, notamment en raison des origines, c'est les algorithmes et l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, toutes les techniques qu'utilisent les firmes, c'est en train de se généraliser. Et c'est un sujet absolument majeur, évidemment. Donc, c'est ça qu'il faut observer, c'est ça qu'il faut mesurer, et c'est ça qu'il faut combattre et chercher les moyens les plus efficaces. C'est ce qu'on fait, c'est ce que les réglementations européennes, françaises et étrangères font. C'est voir comment la CNIL peut être mise en mouvement mieux qu'elle le fait aujourd'hui, etc. Donc, il y a des sujets là maintenant qui sont importants. Et si vous voulez, je ne vais pas vous le montrer ici, mais les méta-analyses et le bilan qu'on fait des tests de mesure des discriminations statistiques, des testings dans le monde entier et en France, montrent qu'on a fait, au fond, il y a une sorte d'inflation depuis 2004 absolument vertigineuse de tests. Mais si vous comparez à l'efficacité, le résultat final, c'est extrêmement décevant. En fait, ça, comment dire, cette production, elle est une production à usage des universitaires de plus en plus, si je résume. Voilà. Les universitaires publient pour d'autres universitaires, font des publications d'économie essentiellement parce que c'est les publications d'économie. Toutes ces publications en économie, c'est très bien pour les chercheurs, mais ça n'a pas d'impact. Le problème, c'est l'impact que ça a. Donc, la proposition Ferracci, je ne vais pas la critiquer ici, je crois que ce sera fait par la suite. Très bien, on en voit les limites et elle risque de ne pas être un outil extrêmement pertinent. Voilà, j'ai essayé d'être rapide, j'espère avoir été assez clair, et sinon je serais très heureux de répondre à une question si vous voulez, mais il me semblait que c'est important de voir un peu sur pourquoi à un moment donné c'était important de faire du testing, pourquoi, ça a pu continuer un petit peu, mais pourquoi maintenant, je pense que l'effort principal, il doit porter sur les solutions. Et il faudrait mettre comme on l'a fait au début des années 2000, Samuel Thomas l'a fait, on l'a fait, il fallait faire tous ces tests, c'était important pour mettre en mouvement. Mais maintenant, c'est comment on fait pour exercer la même pression via des productions scientifiques aussi, mais comment on médiatise, comment on met la pression, par exemple, comme le disait Samuel, sur la question des procureurs qui ont les deux pieds dans le même sabot, c'est ce que tu disais, ou au fond, euh, peut-être le CV anonyme ou d'autres idées, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement comme solution? C'est ça qui manque le plus. C'est pas multiplier les tests où vous dites il y a un problème. Qu'il y a un problème, je crois que, sauf quelques-uns, bien sûr, mais normalement, personne l'ignore. Voilà.